Il y a des endroits où rien ne se passe. Pas d'accident, pas de bruit, pas de panneau d'avertissement. Des endroits normaux, des lieux qu'on pourrait traverser sans y penser et pourtant, parfois, on ne s'y attarde pas. On ralentit, on regarde autour de soi sans trop savoir pourquoi. On sent que l'air est un peu plus lourd, que le silence dure une seconde de trop. Ce n'est pas de la peur, pas vraiment. C'est plus diffus que ça. Une sorte de tristesse qui n'a pas d'objet, un malaise sans image, une sensation qui arrive avant la pensée. Et ce qui est troublant, c'est que quand on essaie de l'expliquer, il n'y a rien à expliquer. Pas de souvenir déclencheur, pas d'histoire connue, pas de raison évidente. Juste cette impression persistante que quelque chose ici ne va pas. Alors on fait ce que tout le monde fait. On rationalise, on se dit que c'est la fatigue, la lumière, l'heure de la journée. Et on repart. Mais certains lieux provoquent cette réaction trop souvent, chez trop de gens, de manière trop similaire. Et c'est là que la question commence à devenir inconfortable. Et si certains endroits pouvaient influencer notre état intérieur, sans passer par nos pensées? Il existe à Paris un endroit qui impose une chose très simple, le silence. Pas parce qu'il est interdit de parler, pas parce qu'un gardien surveille chaque geste, mais parce que, une fois en bas, parler fort semble déplacé. Cet endroit, c'est les catacombes. Officiellement, c'est un ossuaire, un réseau de galeries souterraines à une vingtaine de mètres sous la ville, où reposent les ossements de plusieurs millions de personnes. C'est un fait, c'est documenté, c'est expliqué. Et pourtant, quand les visiteurs descendent, quelque chose change. Les voix baissent, les pas ralentissent, les gestes deviennent plus mesurés. Pas par peur, ou par superstition. C'est comme si le lieu imposait un rythme que personne n'a besoin d'énoncer. Et ce qui frappe, ce n'est pas l'horreur, ce n'est même pas la mort, c'est une forme de gravité. Une sensation diffuse que l'espace est devenu plus dense, que le temps s'étire légèrement, que certaines réactions habituelles, rire, parler fort, s'agiter, n'ont plus vraiment leur place. Et ce phénomène est frappant, parce qu'il est collectif. Des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas la même histoire, pas les mêmes croyances, pas le même rapport à la mort, réagissent pourtant de manière très similaire. Personne ne panique, mais personne n'est vraiment détendu non plus. Ce lieu n'effraie pas, il contraint. Et c'est là que quelque chose d'important apparaît. Les catacombes ne font rien activement, elles ne racontent rien, elles ne menacent d'aucune sorte, elles sont simplement là. Et pourtant, elles modifient le comportement. Ce n'est pas une histoire de fantôme, ce n'est pas une suggestion, c'est une réaction. Une preuve très simple que certains lieux ne sont pas de simples décors. Ils agissent. Et à partir de là, une question s'impose presque naturellement. Si un lieu peut modifier la manière de parler, la manière de marcher, la manière de se tenir sans prononcer un mot, qu'est-ce qu'il peut encore influencer? Parce que les catacombes ont au moins une explication évidente, la mort, la confrontation directe à ce qu'on préfère habituellement tenir à distance. Mais maintenant, on va regarder des endroits où il n'y a rien de tel. Pas de mort visible, pas de tragédie affichée, pas d'histoire lourde, et pourtant, le malaise est parfois le même. Il y a ce parking souterrain, où tu n'aimes pas rester trop longtemps. Ce couloir d'hôpital vide, tard le soir. Ce hall immense éclairé au néon où chaque bruit résonne un peu trop fort. Des lieux sans histoire particulière, sans drame identifié, sans légende attachée. Et pourtant, ton corps réagit. Tu ressens quelque chose avant même de savoir pourquoi. Et ce genre d'endroit porte un nom. Des espaces de transition. Des lieux qui ne sont ni un départ, ni une destination. Uniquement des lieux qu'on traverse. Et quand ils sont vides, silencieux, ils deviennent étranges. Pas au point de faire peur, mais suffisamment pour déséquilibrer. Ton cerveau s'attend à de la vie, à des sons, à un mouvement, et quand ces signaux manquent, il cherche une explication. Et parfois, au lieu de fabriquer une histoire, il fabrique une émotion. Une émotion floue, difficile à nommer, souvent une forme de tristesse. Il existe par exemple une ville aux États-Unis qui donne exactement cette impression. Centralia, en Pennsylvanie. Sur le papier, c'est une ville comme une autre. Des routes, des maisons, des panneaux, sauf qu'en dessous, quelque chose brûle. Depuis des décennies, un feu consume les couches de charbon sous la ville, invisible depuis la surface mais bien réel. La plupart des habitants sont partis, pas dans la panique, pas dans le chaos, progressivement. Aujourd'hui, ce qu'il reste ressemble à un décor oublié, un endroit où le monde fonctionne encore, mais sans raison d'y être. Et ce qui dérange à Centralia, ce n'est pas le danger immédiat, c'est la sensation que le sol n'est plus fiable, que la réalité tient, mais mal. Et quand tu te tiens dans un endroit comme celui-là, ton esprit comprend une chose très simple. Ce lieu n'est plus neutre, il transmet quelque chose. Pas un message clair, pas une menace, juste une information. Tu n'es pas censé rester ici. Et ce qui est troublant, c'est que cette information ne passe pas par la pensée, elle passe par le ressenti. À ce stade, une idée commence à s'imposer doucement. Peut-être que les lieux ne se contentent pas d'exister, peut-être qu'ils interagissent avec nous. Pas de manière rustique, pas de manière consciente, mais à travers des signaux faibles, des absences, des incohérences, et quand ces signaux s'accumulent, le corps réagit avant l'esprit. Parfois par de l'inquiétude, parfois par de la fatigue, et parfois par une tristesse sans cause. Dans la partie suivante,
On va faire un pas de plus. On va essayer de comprendre comment un lieu peut provoquer une émotion sans passer par un souvenir, sans passer par une pensée consciente. On va parler du cerveau, des sens qui ne demandent pas ton avis et de ce moment précis où un endroit cesse d'être un simple espace pour devenir une expérience. Il y a une idée rassurante que l'on aime beaucoup entretenir, celle que nos émotions naissent dans notre tête, qu'elles sont le produit de nos pensées, de nos souvenirs, de nos raisonnements, que pour ressentir quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Mais le corps ne fonctionne pas comme ça. En réalité, une grande partie de ce que nous ressentons se déclenche avant toute analyse consciente, avant les mots, avant les explications, avant même la question pourquoi. Et c'est précisément là que les lieux entrent en jeu. Lorsqu'un être humain entre dans un espace, il ne perçoit pas seulement ce qu'il voit, il perçoit des volumes, des distances, des échos, des sons, des odeurs parfois presque imperceptibles, des changements de température ou encore des absences inhabituelles. Et la plupart de ces informations ne remontent jamais à la conscience. Elles sont traitées ailleurs, dans des zones du cerveau qui n'attendent pas ton avis. Il existe une structure cérébrale dont le rôle principal n'est pas de réfléchir mais de détecter, l'amygdale. Son travail n'est pas de raconter une histoire, son travail est de décider très vite si un environnement est soit sûr ou alors ambigu. Et ce point est crucial. Le cerveau humain tolère très mal l'ambiguïté spatiale. Un danger clair peut être évalué, un environnement neutre peut être ignoré, mais un lieu qui ressemble à un endroit normal tout en déviant légèrement de ce qu'il devrait être provoque une tension, pas une peur, mais une vigilance. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans certains espaces vides. Un couloir trop long, une pièce trop éclairée pour être abandonnée, un lieu conçu pour accueillir du mouvement mais figé dans l'immobilité. Le cerveau s'attend à quelque chose, et quand cette chose n'arrive pas, il ne conclut pas que tout va bien, il conclut que quelque chose manque. Et cette absence devient un signal. Et ce signal n'a pas toujours la forme d'une alarme. Parfois, il prend une forme plus étrange, une baisse d'énergie, une oppression légère dans la poitrine, une envie de s'asseoir ou de partir, et souvent une tristesse assez douce, sans image précise. Pas la tristesse d'un souvenir, pas celle d'une perte, une tristesse qu'on appelle sans objet. Et c'est ici que le phénomène devient réellement troublant, parce que dans de nombreux témoignages, les personnes concernées ne décrivent pas un événement, elles décrivent une réaction. Elles disent « je ne sais pas pourquoi mais je me sentais mal ». Et quand on leur demande ce qui dans le lieu aurait pu provoquer ça, elles répondent souvent « rien ». Rien de visible, rien de racontable, rien de rationnel, et pourtant le corps a répondu. Il existe un autre élément important à comprendre. Le cerveau humain est une machine à prédire. En permanence, il anticipe où les gens devraient être, quels sons devraient exister, quel rythme un lieu devrait avoir. Et quand ces prédictions échouent, le cerveau corrige. Mais quand elles échouent sans explication claire, il ne corrige pas, il s'inquiète. C'est pour cette raison que certains lieux modernes peuvent provoquer un malaise inattendu. Des zones commerciales désertes, des immeubles récents mais déjà abandonnés, des parkings immenses à moitié vides. Ces lieux n'ont pas d'histoire ancienne, pas de drame connu, pas de légende, mais ils ont un défaut. Ils ressemblent à des endroits vivants sans l'être. Et cette contradiction seule suffit. Reprenons par exemple Centralia. Ce qui dérange là-bas n'est pas forcément le feu souterrain, c'est le décalage. Une ville conçue pour être habitée, mais presque vide. Des routes entretenues qui ne mènent plus nulle part, des panneaux encore debout sans destinataire. Le cerveau lit tous ces signaux. Il comprend que quelque chose a cessé de fonctionner, mais sans pouvoir dire pourquoi. Et quand le cerveau ne peut pas formuler le problème, le corps réagit à sa place. Et c'est ainsi que naît le malaise. Pas comme une peur, pas comme une menace, mais comme une désynchronisation. Le sentiment d'être dans un endroit où le monde n'est plus parfaitement aligné. Et ce sentiment, chez certains individus, prend la forme la plus étrange qui soit, la tristesse. Mais pourquoi la tristesse? Parce que la tristesse est une émotion liée à la perte, l'absence, la fin d'un cycle ou le manque de continuité. Et certains lieux, sans le vouloir, cochent toutes ces cases. Ils ne sont pas dangereux, ils sont vides de futur. Et à ce stade, une idée commence à émerger. Peut-être que ces lieux ne nous rendent pas tristes parce qu'ils contiennent quelque chose de mauvais, mais parce qu'ils signalent quelque chose de manquant. Une rupture, un arrêt, une fin silencieuse, et le corps qui a évolué pour détecter ces ruptures bien avant l'esprit, le ressent. Et tout cela amène une question encore plus dérangeante. Et si ce malaise n'était pas seulement individuel? Et si certains lieux accumulaient avec le temps des traces invisibles de ce qu'ils ont abrité, même sans drame, même sans événements marquants? Pas des fantômes, pas des souvenirs conscients, mais autre chose. Une forme de mémoire diffuse qui ne s'inscrit pas dans les murs, mais dans la manière dont les humains y réagissent.
Il existe une idée profondément ancrée dans notre manière de penser le monde. L'idée que la mémoire appartient aux êtres vivants, au cerveau, aux individus. Qu'un lieu, lui, n'est qu'un contenant, un décor passif. Et pourtant, cette idée commence à se fissurer dès qu'on regarde certains phénomènes de plus près. Dans de nombreuses disciplines, architecture, urbanisme, sociologie, psychologie environnementale, on retrouve la même intuition formulée différemment. Les lieux ne se contentent pas d'abriter des comportements, ils les influencent et parfois les prolongent. Pas comme une conscience, pas comme une intention, mais plutôt comme une empreinte. Un lieu est traversé par des usages répétés, des passages, des attentes, des routines, des silences, et même quand ces usages disparaissent, le lieu conserve leur forme. Un banc usé là où l'on s'asseyait toujours, un sol poli par des milliers de pas, un espace conçu pour la foule laissé vide, ce ne sont pas des souvenirs au sens humain, mais ce ne sont pas des hasards non plus, ce sont des structures. Prenons un exemple plutôt simple. Un bâtiment administratif abandonné. Pas de drame connu, pas de catastrophe, juste un lieu devenu inutile. Les bureaux sont vides, les couloirs propres mais silencieux, les horloges arrêtées, rien ici de spectaculaire et pourtant, beaucoup de personnes décrivent la même sensation en y entrant. Un sentiment d'arrêt, comme si quelque chose avait été interrompu en plein mouvement. Ce type de malaise n'est pas lié à la peur de l'inconnu, il est lié à la rupture de continuité. Le cerveau humain s'attend à ce qu'un lieu raconte une histoire logique, une fonction, un rythme ou une intention, et quand ces éléments sont absents ou contradictoires, le cerveau ne comprend pas. Mais au lieu de formuler une question claire, logique, il produit la fameuse émotion. Il existe un concept en sciences sociales appelé parfois la désaffectation émotionnelle. Un lieu n'est plus utilisé mais il n'a pas encore été effacé. Il reste entre deux états, ni vivant ni mort. Et cet entre-deux est difficile à supporter pour l'esprit humain. C'est pour cette raison que certaines zones industrielles abandonnées, certaines stations balnéaires hors saison ou certains quartiers construits trop vite, trop grands, trop vides provoquent un malaise diffus. Encore une fois, pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils sont inachevés dans le temps. Il y a un autre élément encore plus troublant. Ce malaise est souvent partagé. Des personnes très différentes d'âge, de culture, de sensibilité opposées décrivent pourtant des sensations similaires dans les mêmes lieux. Pas les mêmes mots, pas les mêmes images, mais le même fond émotionnel. Fatigue, tristesse, envie de partir, comme si le lieu imposait une humeur minimale. À ce stade, une hypothèse commence à émerger. Et si ce que nous appelons l'atmosphère d'un lieu n'était pas une métaphore, et si c'était simplement la somme des formes, des usages passés, des absences présentes, et de la manière dont notre cerveau traite tout ça ensemble. Revenons un instant aux catacombes. Ce qui y frappe, ce n'est pas seulement la mort, c'est l'organisation, la répétition, la mise en ordre de ce qui, normalement, échappe à l'ordre. Le lieu impose une posture, un silence, des ralentissements, non pas parce qu'il contient une mémoire consciente, mais parce qu'il force une interprétation. Et cette interprétation est la même pour presque tout le monde. À Centralia, la logique est différente. Il n'y a pas de message explicite, pas de mise en scène, mais il y a une incohérence fondamentale. On a là une ville qui existe encore, mais sans raison d'exister. Et cette incohérence, qui est répétée, persistante, devient elle aussi une forme de signal. Le point commun entre ces lieux n'est pas le drame, c'est le désaccord entre ce que le lieu est censé être et ce qu'il est réellement. Et ce désaccord agit comme une tension constante, une tension basse fréquence, pas assez forte pour déclencher la peur, mais suffisante pour affecter l'humeur. Et c'est ici que la tristesse apparaît. Parce que la tristesse n'est pas seulement liée à la perte personnelle, elle est aussi liée à la fin d'un usage, la disparition d'une fonction, l'abandon d'un futur possible. Et certains lieux incarnent tout à fait cela, sans le dire et sans le vouloir. Et ce qui rend ce phénomène encore plus dérangeant, c'est qu'il ne repose sur aucune intention. Les lieux ne cherchent pas à provoquer quoi que ce soit, ils ne communiquent pas, ils ne manipulent pas. Ils existent simplement dans un état qui perturbe notre manière d'habiter le monde. Une question devient inévitable. Si certains lieux peuvent influencer nos émotions, non pas par ce qu'ils racontent, mais par ce qu'ils ne sont plus, alors jusqu'où va cette influence? Et surtout, est-ce que nous la subissons passivement ou est-ce que nous participons à sa construction? Il y a une frontière invisible que l'on franchit rarement consciemment. Le moment où une sensation individuelle cesse d'être personnelle et commence à devenir partagée. Au départ, il n'y a rien d'officiel, rien d'écrit, rien de déclaré. Juste des phrases lâchées presque par hasard. Je n'aime pas trop cet endroit, je me sens bizarre quand je passe par là, on devrait éviter ce coin. Rien de spectaculaire ou rien qui ne mérite une alerte, mais ces phrases s'accumulent. Un lieu commence alors à exister autrement, pas comme un point sur une carte,
mais comme une réputation émotionnelle. Il n'est pas dangereux, il n'est pas interdit, il est simplement contourné. On change de trottoir, on raccourcit son passage, on n'y reste pas longtemps et personne ne sait vraiment expliquer pourquoi. Ce phénomène est particulièrement visible dans certains quartiers récents. Des zones construites rapidement, des ensembles pensés pour être fonctionnels, des espaces propres, éclairés, réglementaires. Sur le papier, tout est correct. Mais dans les faits, quelque chose ne prend pas. Les commerces ferment vite, les passants ne s'attardent pas, les bancs restent vides, et quand on interroge les habitants, les réponses se ressemblent. C'est froid, c'est triste, il manque quelque chose, et ce quelque chose est rarement identifiable. Ce n'est pas un problème précis, c'est une absence de résonance. Le lieu ne renvoie rien. Et à partir de là, un mécanisme discret se met en place. Moins de passages, moins de regards, moins de vie, et cette absence renforce exactement ce que les gens ressentaient au départ. Le malaise s'auto-entretient, pas par contagion émotionnelle directe, mais par boucle comportementale. Il existe un terme utilisé en sociologie urbaine pour décrire ce type de phénomène, la dégradation symbolique. Un lieu perd peu à peu son statut d'espace à habiter pour devenir un espace à traverser, puis à éviter. Et ce qui est fascinant, c'est que cette transformation peut se produire sans événement déclencheur clair, sans agression, sans accident, sans scandale, juste une accumulation de ressentis faibles mais cohérents. À ce stade, le lieu commence à agir comme un signal social. Même quelqu'un qui n'y est jamais allé peut ressentir une forme de réticence, parce que le lieu est déjà chargé non pas d'une histoire, mais d'une attente négative. C'est ainsi que naissent certaines réputations étranges. Des rues qui mettent mal à l'aise, des parcs où l'on ne reste pas, des bâtiments qui donnent envie de partir. Et quand on demande pourquoi, la réponse est presque toujours la même, je ne sais pas. Ce je ne sais pas est essentiel, parce qu'il marque une limite, la limite entre ce qui peut être raconté et ce qui est seulement ressenti. À partir de là, le lieu n'est plus seulement perçu, il est anticipé. Avant même d'y entrer, le corps se prépare, la respiration change, l'attention se tend, le pas s'accélère, et parfois, sans qu'on s'en rende compte, l'émotion arrive avant le lieu. C'est ici que le phénomène devient véritablement troublant, parce que si un lieu peut être chargé par les réactions qu'il provoque, alors il n'est plus seulement un facteur, il devient un produit collectif, un espace façonné autant par ses murs que par ce que les gens projettent inconsciemment dessus. Et ce mécanisme ne nécessite ni croyance, ni superstition, ni imaginaire fantastique. Il repose sur quelque chose de très simple. Les humains ajustent leur comportement en fonction de ce qu'ils perçoivent chez les autres, même sans s'en rendre compte. Une question commence à émerger. Si un lieu peut devenir triste par accumulation de micro-réactions humaines, alors est-ce que cette tristesse appartient vraiment au lieu ou est-ce qu'elle nous revient amplifiée, déformée ou renvoyée? Il existe une idée rassurante que l'on partage presque tous. Si un endroit est propre, lumineux, bien pensé, alors il devrait être agréable à vivre. Si l'architecture est moderne, si les lignes sont claires, si tout est fonctionnel, alors normalement, rien ne devrait poser de problème, et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Il existe des lieux récents parfaitement entretenus où l'on ressent malgré tout une forme de malaise. Pas parce qu'ils sont abandonnés, pas parce qu'ils sont vides, mais parce qu'ils semblent déconnectés de ceux qui les traversent. Comme dit précédemment, des quartiers entiers ont été construits selon des logiques optimales, afin d'avoir une circulation fluide, des espaces verts, des bâtiments symétriques, un éclairage constant, tout est à sa place. Et pourtant, quelque chose ne prend pas. Les gens ne restent pas là, ils ne font que passer. Ils vivent là sans vraiment y habiter. Et ce type de malaise est souvent difficile à formuler, parce que rien ne cloche objectivement, et c'est précisément ça qui dérange. En psychologie, il existe un concept appelé l'inquiétante étrangeté. À l'origine, il s'appliquait surtout au visage, aux objets presque humains, aux choses trop proches du réel sans l'être tout à fait. Mais ce concept peut aussi s'appliquer au lieu. Un endroit peut être familier, reconnaissable, fonctionnel, tout en provoquant un léger rejet parce qu'il manque quelque chose de difficile à définir. Dans ces espaces trop maîtrisés, tout semble prévu, mais rien ne semble vécu. Il n'y a pas d'irrégularité, pas d'accident, pas de traces du hasard, et le cerveau humain, qui s'est construit dans un monde imparfait, se méfie de cette absence. Ce malaise n'est pas une peur, c'est une distance, une impression de ne pas être à sa place, même quand tout est fait pour accueillir. Certains chercheurs parlent de dissonance environnementale. Un lieu dit « tu es le bienvenu », mais ton corps répond « je ne me reconnais pas ici ». Et quand cette dissonance persiste, elle fatigue. Ce type d'endroit peut provoquer une tristesse particulière. Pas liée au passé, pas liée à une perte, une tristesse tournée vers le présent. Le sentiment
d'être dans un espace qui ne sait pas quoi faire de toi. Et ce phénomène ne touche pas que des grandes villes. On les retrouve dans certains complexes hôteliers, dans des centres commerciaux ultramodernes, dans des bureaux trop lisses, dans des lieux conçus uniquement pour optimiser. En soi, des endroits où tout est pensé, sauf l'imprévu. À ce moment-là, une idée devient difficile à éviter. Peut-être ce qui rend un lieu habitable n'est pas seulement sa fonctionnalité, mais sa capacité à accepter l'erreur, le désordre, la trace humaine. Un lieu trop parfait ne laisse pas de place à l'appropriation. Il impose sa forme, son intention, et face à cette rigidité, le corps ne lutte pas. Il se replie. Et ce n'est pas un repli violent, c'est discret. Moins d'émotion, moins d'élan, moins de projection, et parfois une sensation de vide. Ce qui est troublant, c'est que ces lieux sont souvent conçus pour être agréables. Ils sont le produit de bonnes intentions, et pourtant, ils provoquent l'exact opposé de ce qu'ils promettent. Une question se pose donc. Si un lieu trop vite peut rendre triste, si un lieu abandonné peut rendre triste, si un lieu trop parfait peut rendre triste, alors la tristesse ne vient peut-être pas de ce que le lieu est, mais de ce qu'il ne permet pas. Jusqu'ici, tout pourrait donner l'impression que les lieux agissent seuls, comme s'ils possédaient une force propre, une capacité à influencer, à peser, à orienter. Mais cette idée, aussi séduisante soit-elle, n'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'un lieu n'existe jamais sans quelqu'un pour le traverser. Chaque individu arrive quelque part avec un bagage invisible, un corps, un rythme, sa fatigue, son histoire et surtout une sensibilité particulière à certains signaux. Deux personnes peuvent entrer dans le même endroit et ne pas ressentir la même chose. L'une n'y verra rien de spécial, l'autre ressentira immédiatement un malaise. Pas parce que l'une a raison et l'autre a tort, mais parce que le lieu agit comme un révélateur. Certains environnements amplifient ce qui est déjà là. Un espace silencieux peut apaiser ou alors accentuer une solitude. Un lieu vaste peut inspirer ou rappeler une absence. Un endroit figé peut rassurer ou évoquer un arrêt définitif. La tristesse provoquée par certains lieux n'est pas toujours créée de toutes pièces. Parfois, elle est simplement dévoilée, comme si l'environnement retirait un filtre. Il existe un phénomène bien documenté en psychologie. Quand les stimulations extérieures diminuent, moins de bruit, moins de mouvement, moins de distraction, l'attention se retourne vers l'intérieur. Et ce qui était jusque-là contenu, différé, mis de côté, remonte. Et c'est pour cette raison que certaines personnes ressentent un malaise dans des lieux très calmes. Pas parce que le calme est mauvais, mais parce qu'il laisse de la place à ce qui n'en avait pas dans un monde saturé de sons, d'images, de sollicitations. Ce silence devient presque une confrontation. Et certains lieux imposent ce silence sans prévenir. Ce mécanisme explique pourquoi des endroits très différents peuvent provoquer des émotions similaires. Une forêt dense, un bâtiment vide, une place immense hors saison. Le point commun n'est pas leur apparence, c'est ce qui le retire. Le bruit, le mouvement, une justification. Et quand il ne reste plus rien à observer, le regard se retourne et ce retour peut être inconfortable. C'est ici que la tristesse prend une forme particulière. Elle n'est plus liée au lieu lui-même, elle est liée à ce que le lieu permet de ressentir. Une fatigue accumulée, une solitude latente, un sentiment d'inadéquation, des choses qui existent déjà, mais qui n'avaient pas encore trouvé d'espace pour émerger. Cela explique aussi pourquoi certains lieux deviennent insupportables à un moment de la vie, et parfaitement neutres à un autre. Le lieu n'a pas changé, la personne si. Alors une idée commence à se dessiner. Peut-être que certains endroits ne rendent pas tristes par nature. Peut-être qu'ils fonctionnent comme des miroirs mal éclairés. Ils ne montrent pas clairement, ils ne déforment pas complètement, et ce qu'ils suggèrent dépend autant de celui qui regarde que de ceux qui est regardé. Mais cette explication, aussi rassurante soit-elle, n'épuise pas totalement le mystère, parce qu'il reste un point troublant. Même en tenant compte des différences individuelles, certains lieux continuent de produire des réactions similaires chez des personnes très différentes. Ce qui signifie que quelque chose ne dépend pas uniquement de l'individu. Il y a bien un facteur commun, et ce facteur commun, c'est un terrain qui est partagé. Il existe encore une question que l'on n'a pas encore posée et qui dérange un peu plus. Jusqu'ici, on pourrait dire que les choses peuvent sembler rassurantes. Des lieux qui influencent l'émotion, des environnements qui amplifient ce que l'on porte déjà, des espaces qui deviennent inconfortables quand ils ne correspondent plus à nos attentes. Là, rien de surnaturel, rien de menaçant. Mais il reste une dernière lecture possible qui est plus dérangeante. Et si ce malaise n'était pas seulement une réaction? Et s'il était aussi une fonction? Le corps humain n'a pas évolué pour le confort moderne. Il s'est construit dans des environnements instables, imprévisibles, pleins de signaux ambigus, et dans ces environnements, ressentir un malaise diffus était souvent plus utile que comprendre. Parce que comprendre prend du temps, et que le temps parfois manque. Un espace trop silencieux, trop vide, trop figé. Dans la nature, ce genre de configuration signifie souvent une chose simple. Quelque chose a fait fuir le vivant.
Et même si notre monde n'est plus celui-là, le corps n'a pas totalement oublié. Alors, quand il entre dans un lieu, sans mouvement, sans bruit, sans interaction, il n'analyse pas, il signale. Pas avec une peur nette, pas avec une alarme, avec une sensation suffisamment désagréable pour encourager une chose simple, partir. Sous cet angle, la tristesse prend un sens nouveau. Elle n'est pas une punition, elle n'est pas une faiblesse, elle est un frein, un ralentissement émotionnel qui diminue l'envie de s'installer, de s'attacher ou de rester. Dans certains lieux modernes, certaines architectures, certains environnements urbains ou artificiels ne sont pas dangereux, mais ils ne sont juste pas compatibles. Pas totalement car ils sont trop grands, trop vides ou trop contrôlés, ou au contraire, trop délaissés. Et le corps, incapable de formuler cette incompatibilité, utilise le langage qu'il connaît le mieux, l'émotion. Et ce qui est troublant, c'est que ce n'est pas une émotion qui crie, on ne panique pas, on s'attriste, parce que la tristesse est une émotion qui pousse à la prudence, à la retenue, à la distance. Alors on peut se demander quelque chose. Et si ces lieux qui rendent tristes étaient des endroits où quelque chose ne fonctionne plus entre l'humain et son environnement? Pas de manière spectaculaire, pas de manière violente, mais de manière subtile, progressive. Des lieux pensés sans le corps, sans le rythme humain, sans la lenteur, sans l'imprévu. Des lieux conçus pour être traversés, optimisés, rentabilisés, mais pas pour s'installer. Et face à ces lieux, le corps ne proteste pas, il ne se rebelle pas, il se ferme. Et ce qui rend ce phénomène encore plus troublant, c'est qu'il est souvent ignoré. On apprend à ne pas y prêter attention, à rationaliser, à se forcer, parce qu'après tout, il n'y a aucune raison d'aller mal. Mais peut-être que la raison n'est pas mentale, peut-être qu'elle est spatiale, peut-être que certains lieux nous rendent tristes parce qu'ils sont des impasses émotionnelles, des endroits où l'on peut passer mais où l'on ne peut pas s'ancrer. Et si c'était le cas, alors cette tristesse n'est pas un bug, c'est une information faible, discrète, qu'on peut facilement ignorer, mais qui persiste malgré tout. La plupart du temps, on quitte ces lieux sans y penser. On accélère le pas, on regarde ailleurs, on rentre chez soi, et l'émotion s'efface. Mais parfois, elle laisse une trace. Une question sans réponse, un souvenir flou, une sensation qui revient la prochaine fois. Alors la prochaine fois que vous entrez dans un endroit où rien ne va mal, mais où quelque chose ne va pas bien, peut-être la question n'est pas qu'est-ce qui se passe ici, mais plutôt qu'est-ce que mon corps essaie d'éviter. Parce que certains lieux ne sont pas faits pour faire peur, ils sont faits pour faire partir. Et peut-être que parfois, c'est exactement ce qu'il faut faire.